Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Parenthème qui est consacré à la question de la prostitution des mineurs, ou plutôt de l'exploitation sexuelle des mineurs. On va en parler ensemble avec Adriane Boutan, que j'ai le plaisir d'inviter, pour justement aborder avec les parents ce sujet-là, parce que souvent on s'imagine que c'est un sujet un peu occulte, un peu éloigné et qu'on n'est pas concerné. Malheureusement, ça peut concerner des jeunes et dans tous les milieux familiaux. Et je pense que c'est important d'être sensible à cette question-là pour savoir repérer puis comment faire si jamais ça vous arrivait. Adriane, bonjour. Bonjour. Grand merci pour votre disponibilité. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast. Vous êtes chargée de formation et coordonnatrice de l'équipe mobile mineure de l'Amicale du Nid. Alors, je vais vous laisser nous présenter l'Amicale du Nid, mais juste avant, dire pour ceux qui nous écoutent que vous êtes assistante sociale de formation et que vous avez vraiment participé à la création de cette équipe mobile sur un dispositif d'accompagnement, de prise en charge des jeunes qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Oui, tout à fait. Donc, ce que je vous propose peut-être dans un premier temps, c'est justement de nous présenter cette équipe mobile et puis tout ce que fait l'Amicale du Nid. Les professionnels connaissent, mais peut-être pas tous les parents. Complètement. Alors en effet, l'Amicale du Nid, historiquement, c'est une association qui accompagne depuis 1946 les personnes en situation de prostitution, comme on pouvait le dire auparavant. Désormais, on s'attachera plutôt, la sémantique est importante, à parler d'exploitation sexuelle, et d'autant plus au sein de la population mineure, puisque la prostitution, l'exploitation sexuelle, elle s'inscrit vraiment dans un continuum, dans le continuum de violences faites aux femmes, aux filles, aux personnes qui subissent l'exploitation sexuelle. J'ai pour habitude de dire en formation auprès des professionnels que la prostitution, c'est le paroxysme des violences faites aux femmes et aux filles qui la subissent et qui ont le sentiment à un moment donné, pour entre 10 et 20% d'entre elles parfois, qui vont se dénommer travailleurs ou travailleuses du sexe, qui vont penser que la prostitution, c'est une forme de choix, une forme de prise de revanche. Et si on parle de revanche, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a eu un système violent qui a permis la mise en exploitation sexuelle. Donc nous, notre rôle à l'Amicale du Nid, on a plusieurs antennes au niveau national, c'est d'accompagner des personnes victimes de prostitution, d'exploitation sexuelle. Et à Lyon, on le fait aussi depuis très longtemps. Et puis il y a 6 ans, on s'est rendu compte que la prostitution des mineurs était une part un peu oubliée dans notre dans la prise en charge de ce public. Et puis on se rendait compte aussi nationalement, grâce au plan Taquet, mais on avait ouvert les yeux quand même il y a de nombreuses années. Adrien Taquet. Oui, le plan d'Adrien Taquet. L'enfance, le petit parenthèse pour ceux qui nous écoutent. Complètement. On s'est rendu compte que il y avait des défaillances dans le repérage de ces enfants victimes de violences sexuelles, et donc il était urgent d'agir, urgent de pouvoir se mobiliser, puisque, comme je vous le disais, la prostitution, elle s'inscrit dans un continuum de violences faites aux femmes, aux filles et à des jeunes garçons également, bien que ces derniers soient encore, à mon sens, complètement en dehors des radars, puisqu'on a très peu de remontées du terrain concernant des garçons victimes, que l'on va avoir souvent tendance à aller questionner autour du trafic de stupéfiants, mais rarement autour du trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Donc notre accompagnement, il est vraiment global, tant d'un point de vue social que d'un point de vue psychologique et sanitaire. Il est important de pouvoir prendre en charge les personnes globalement dans leur intégrité psychique et physique. Donc du coup, très concrètement, vous travaillez avec des éducateurs qui sont sur le terrain, dans les rues, qui repèrent ces jeunes et qui vous les réadressent, ou c'est vous-même qui vous déplacez? Comment vous faites pour faire cette accroche, alors qu'on sait que pour beaucoup de jeunes, moi j'ai quelques patients qui se sont prostitués, ils parlent pas de prostitution, c'est pas le terme qu'ils utilisent, ni d'exploitation sexuelle, peut-être, j'ai envie de dire peut-être encore moins. Ils se sentent pour la plupart pas du tout victimes à un moment donné de la prise en charge. Comment est-ce que vous faites pour créer ce lien avec ces jeunes qui souvent ont plus du tout confiance en l'adulte? Alors nous, l'équipe mobile mineure à Lyon, elle a été créée grâce au partenariat. C'est-à-dire que tout seul, on ne peut pas intervenir. Bien qu'on soit une association spécialisée, il est fondamental de créer un maillage partenarial autour de ces jeunes victimes d'exploitation sexuelle qui, comme vous le dites très justement, ne vont pas se revendiquer victimes. Pour beaucoup d'entre elles, je me permets de féminiser parce qu'il y a plus de filles repérées, mais surtout parce qu'on parle de victimes.
En tout cas, pour beaucoup de ces jeunes, la question d'utiliser le terme de victime, ça revient à les réduire à un statut qui, dans le langage jeune, relève limite de l'insulte. Et donc, en effet, se considérer comme étant victime d'un système, c'est accepter le fait que on soit victime, qu'on soit faible, puisque dans notre société, et malheureusement, et trop régulièrement, les médias relaient des informations dramatiques, mais le fait d'être victime est une faiblesse dans notre société. Et en plus, on nous croit pas quand on est victime. C'est-à-dire que on est on pourrait être considéré comme un gravier dans le système et pour autant, les victimes qu'on accompagne au quotidien sont des personnes extrêmement fortes, mais qui ont un parcours émaillé de violence. Et on n'en arrive pas à la question de la prostitution, de l'exploitation sexuelle par hasard. Il y a plein d'événements traumatiques antérieurs qui relèvent des situations, des parcours de vie dramatiques. Et comme vous le disiez, en effet, toutes les couches de la société peuvent être concernées par l'exploitation sexuelle parce que toute la société est concernée par l'inceste. La Ciivise en 2003, la commission qui a œuvré pour relever les situations d'inceste en France, a fait état qu'une personne sur 10, un enfant sur 5 serait victime d'inceste en France. Et moi, je ne peux que mettre ces chiffres en adéquation avec la question de l'exploitation sexuelle. Il n'y aurait pas de violence sexuelle sur les mineurs, il n'y aurait certainement plus de prostitution. Et pour autant, quand on parle de prostitution, d'exploitation sexuelle, on a en ligne de mire, et c'est normal, on a en ligne de mire la question des victimes, des personnes qui subissent la prostitution. Pour autant, il est important, quand on est parent, quand on est professionnel, de pouvoir remettre au centre les victimes. Ça, c'est une nécessité, mais comprendre que ces victimes, elles le sont parce qu'il y a un système prostitutionnel à l'œuvre qui est piloté par le proxénétisme et par le clientélisme, par les acheteurs. Et donc, quand on est parent d'enfants victimes de prostitution, bien souvent, on a le sentiment d'être complètement dépossédé de la situation, d'avoir failli, de ne pas comprendre, d'avoir loupé quelque chose. Et puis parfois, on est aussi... Parfois, il y a une grande part active dans la mise en exploitation sexuelle de son enfant sans qu'on s'en soit forcément rendu compte. On a souvent tendance à croire que les parents d'enfants victimes d'exploitation sexuelle ne seraient que des parents défaillants. Alors, il en existe, bien entendu, mais il y a aussi toute une autre part de parents qui sont complètement démunis face à ces situations-là parce que ils ont pu dénoncer des violences sexuelles subies antérieurement, leurs enfants n'ont pas été crus, leur parole n'a pas été prise en compte. Et donc, la question de la parole des personnes victimes d'exploitation sexuelle, elle est vraiment au cœur du système. Puisque bien souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été crues sur des violences antérieures. Oui, on retrouve beaucoup dans la clinique du psychotrauma, on retrouve beaucoup dans les troubles de stress post-traumatique des conduites dangereuses, dont des conduites sexuelles dangereuses, et dans quelque chose qui serait, on pourrait dire, d'une violence qui a été subie, qui va être agie. En effet, on ne peut pas être passif avec cette illusion de plus être dans un état d'impuissance. Donc, on sait tout à fait dans les situations des violences sexuelles, et en effet, le rapport de la Ciivise 2023, il est accessible sur Internet, mais il reprend toutes ces données-là. On sait que c'est à haut risque que des enfants qui ont été victimes de violences sexuelles ne soient à nouveau victimes d'autres auteurs, soit individuels, soit de groupes d'auteurs, et certaines fois d'exploitation sexuelle. Ça, on sait que le continuum de cette violence, il est majeur, massif, d'où l'importance d'entendre son enfant, de le croire en tant que parent, même si le système judiciaire derrière, il classe les plaintes, ce qui est malheureusement très fréquent, au moins que l'enfant puisse avoir eu des parents qui l'ont entendu, l'ont compris. On sait ça que c'est vraiment le meilleur facteur ou la force la plus importante pour un enfant victime pour éviter qu'il soit dans une répétition traumatique comme on le voit trop souvent. Et je crois que c'était le NIE, ou en tout cas il y a régulièrement des études qui sont faites pour dire que le nombre d'enfants qui sont victimes d'exploitation sexuelle, je crois qu'on est à plus de 90% d'enfants qui ont un passif de violence sexuelle. Complètement. Nous, sur notre file active d'une trentaine de jeunes, sur l'équipe mobile mineure de Lyon, c'est 100% des enfants accompagnés qui ont été victimes. Alors,
pas obligatoirement d'inceste, hein, mais il y a eu des violences sexuelles dans l'enfance, de l'inceste, dans l'intrafamilial, puisque l'inceste ne considère qu'une certaine catégorie d'ascendants, hein, les ascendants, les oncles et tantes, les cousins, cousines ne sont malheureusement pas considérés comme des incesteurs, mais les violences sexuelles sont c'est le facteur commun entre les victimes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans une forme de déterminisme et penser que toutes les victimes de violences sexuelles vont être à un moment donné captées par un réseau de proxénétisme. Ça va rajouter des facteurs de vulnérabilité aux situations. Et je pense que c'est important de l'entendre aussi, puisque lorsqu'on est parent et qu'on accompagne son enfant qui aurait été victime de violences sexuelles, il faut éviter de rentrer dans une forme de déterminisme ou dans une terreur à l'idée de penser que son enfant va obligatoirement finir, entre guillemets, en exploitation sexuelle. Ce sont des facteurs aggravants, bien sûr. Auquel les professionnels comme vous, comme moi, on est particulièrement sensibles, mais les parents, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. J'ai discuté récemment avec des collègues dans le cadre des actions de prévention sur la question des violences sexuelles, et je trouve toujours étonnant que la question de l'exploitation sexuelle, et j'aurais voulu avoir votre avis, ne soit pas davantage abordée, que ce soit au niveau des parents. On leur transmet plein de choses aux parents, mais l'exploitation sexuelle, ça paraît vraiment quelque chose de très, très, très éloigné, alors qu'on sait à quel point c'est un facteur de risque. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents par rapport à ça pour prévenir, et peut-être d'autant plus si leur enfant a été victime de violences sexuelles? Oui, c'est une question qui est intéressante et sur laquelle c'est important de rebondir. Moi, je suis une fervente défenseuse des actions de prévention au titre de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et on a longtemps considéré que la prostitution était une forme de sexualité. Or, on se trompe, c'est-à-dire que la sexualité, on parle de plaisir, c'est mieux, et c'est pas une injonction non plus. On parle de désir surtout et de consentement. Tout ce qui est inexistant en matière de prostitution, d'exploitation sexuelle. Pendant longtemps, les acteurs de la prévention, qui peuvent être représentés par l'Éducation nationale, ont peiné à mettre en place des actions de prévention de qualité et qui permettaient aussi une prise en charge globale du continuum des violences sexistes et sexuelles. Moi, il m'a fallu à peu près 4 ans pour que notre équipe elle puisse entrer dans des établissements scolaires parce que certains établissements avaient peur des retombées et notamment avaient peur des retombées des parents. Je suis moi-même parent d'élèves dans l'école primaire de mes enfants, et quand il s'agit de venir parler d'EVARS, et on parlera d'EVAR, c'est-à-dire qu'on ne parlera pas de sexualité en maternelle et en élémentaire, pour autant je suis confrontée à la réticence de certains parents à l'idée de penser que ces actions de prévention vont venir outiller leurs enfants en matière de sexualité. Et en fait, on se trompe, c'est-à-dire que c'est fondamental d'outiller, de discuter, de communiquer auprès des enfants sur c'est quoi la sexualité, c'est quoi l'intimité, c'est quoi le consentement, parce que malheureusement, alors les chiffres commencent à dater, et d'ailleurs en fonction des sources, on n'est pas sur les mêmes moyennes d'âge, mais l'âge moyen du premier visionnage d'un film pornographique en France, il est situé entre 10 et 11 ans. Et donc considérer que c'est la pornographie qui va venir outiller nos enfants sur la compréhension de la sexualité, j'apprends à personne que la pornographie, c'est de la fiction, mais c'est aussi de la violence. C'est 88% de contenu violent dans la scénographie pornographique. Et ça me dérange de parler de scénographie parce qu'on est face à des personnes qui sont victimes de violences également. L'Amicale du Nid, le mouvement du Nid considère la pornographie comme une forme de prostitution. Pour autant, on a eu beaucoup de mal depuis 2002. 2002, c'est une loi, c'est une date qui est importante puisque c'est les premiers textes qui sont parus pour venir outiller. Alors j'ai un doute, je sais pas si c'est 2001 ou 2002, je me trompe à chaque fois. Il y a eu les décrets d'application, donc voilà. Dans cette période. On est dans cette frange-là. En tout cas, depuis ces années 2000, l'Éducation nationale est dans l'obligation de fournir 3 séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle par niveau dès la maternelle. Force est de constater qu'on est loin du compte. On a une circulaire de février 2025 qui stipule que désormais, la question de l'exploitation sexuelle doit faire partie du contenu.
et ce, dès la 4e. Donc, c'est une avancée majeure qui est à souligner. On est de plus en plus sollicité pour intervenir dans les établissements scolaires et c'est super. Mais on voit à quel point, pour certaines familles, c'est compliqué. Parce que, comme vous le disiez en introduction, certains parents vont considérer que la prostitution, l'exploitation sexuelle, on l'éloigne. Ça ne concerne pas, ça ne peut pas arriver chez nous. Ça ne concernerait que les milieux défavorisés. Et malheureusement, force est de constater que ce n'est pas le cas. Oui, avec au niveau des stratégies des proxénètes, vous allez être plus précise que moi, mais ce que je peux constater avec mes patients, c'est que souvent ça débute, c'est souvent le petit copain, ou en tout cas quelqu'un de très proche, il y a des relations consenties, et puis après, ça peut être sous forme de cadeau. Puis la question de l'exploitation financière devient progressivement, c'est pas quelque chose qui vient d'un seul coup, ce qui participe aussi à la confusion du jeune, de la jeune, et ce qui participe aussi probablement à sa difficulté après pour dénoncer, parce qu'elle est prise comme ça, complètement piégée dans ces violences coercitives qui sont très fortes sur les victimes. Comment est-ce qu'on pourrait, ou avec quels mots, ou quel repère on pourrait donner à des parents? Voilà, imaginons des parents qui nous écoutent, je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux, se dire, ok, c'est bien gentil, on comprend ce que c'est l'exploitation sexuelle des mineurs, on a compris que c'était dans tous les milieux, mais moi, voilà, je suis papa, je suis maman d'une jeune ado, et d'autant plus si ma jeune ado a été agressée, par exemple, à l'école ou en intrafamilial, victime de violences sexuelles. Comment je peux faire pour aborder ce sujet-là sans avoir peur? C'est souvent la crainte des parents, de l'effrayer, de traumatiser encore davantage, de réactiver son vécu traumatique. Quels mots je peux trouver pour pouvoir expliquer que ça existe, et quels mots je peux trouver pour éviter que mon jeune tombe dans ce piège-là? Je pense que c'est fondamental en tant que parent de pouvoir parler d'intimité, de consentement. C'est des termes qui sont à la fois très galvaudés, mais en même temps qui sont difficiles à aborder en tant que parent, parce qu'on a le sentiment, en parlant de consentement ou en souhaitant parler de sexualité, qu'on va rentrer dans l'intimité de son enfant. Et donc je pense que c'est indispensable de vraiment, en tant que parent, s'obliger à faire la différence entre violence sexuelle et sexualité. Il y a beaucoup de littérature, notamment de la littérature jeunesse autour de ces thématiques, de la littérature adolescente autour de mon corps, mon choix et comment je peux faire confiance, quels sont les red flags, les points de vigilance à avoir dans une relation dite amoureuse. On considère souvent que le proxénétisme va se traduire par ce que vous avez appelé le lover boy, le fameux petit copain, qui bien souvent n'est pas un petit copain, va se faire passer, est un proxénète qui va se faire passer pour un petit copain et qui va mettre en œuvre beaucoup de moyens coercitifs pour placer sous emprise sa victime, c'est-à-dire que le ou la jeune aura le sentiment que tout ce qui est véhiculé par ce fameux petit copain est une vérité absolue. Donc, il va y avoir beaucoup de mésinformations, il va y avoir beaucoup de contrôle, il va y avoir beaucoup de mensonges, en effet, et qui vont créer une emprise extrêmement puissante. Donc, en plus de l'emprise prostitutionnelle, on va retrouver une emprise amoureuse, et parfois en tant que parent on a le sentiment que à l'adolescence c'est des amourettes et que ça va passer et que c'est pas grave. Et donc je pense que on a parfois, moi je suis confrontée à des parents, à des jeunes qui vont, notamment à des jeunes qui vont dire mais ils me prenaient pas au sérieux, mes parents ne prenaient pas au sérieux ma relation amoureuse, et donc du coup ça va créer une forme de décalage, c'est-à-dire que on a tous et toutes été adolescents, adolescentes, et on est tous passés par ces moments qui sont fondamentaux dans la construction identitaire des ados. Et en effet, quand on a un parent qui se moque un petit peu de notre relation, eh bien, on va s'en distancier, c'est-à-dire qu'on va plus aller se confier. Donc, je pense que c'est un jeu d'équilibriste, qu'on soit parent, qu'on soit professionnel, sur quelle mouvance on va se positionner pour parler de sentiments amoureux, pour parler de sexualité avec son enfant et pour le mettre en garde. Je pense que il faut être très au clair aussi sur sa propre représentation de la sexualité et sur sa propre représentation de la violence, et se permettre et s'obliger, plutôt que de se permettre, de se mettre au travail sur quel est mon positionnement en tant que parent sur la sexualité. Est-ce que moi-même je suis victime de violences sexuelles? Et forcément,
ce que l'on va être amené à transmettre à notre enfant, ça peut être un peu floué. Donc c'est important de se mettre au travail, mais la parentalité, il s'agit que de ça. Si c'était facile d'être parent, on serait pas là aujourd'hui. Et en même temps, quand je dis ça, je dis pas grand-chose. C'est-à-dire que il faudrait pouvoir être à l'écoute de ses enfants et aussi se dire que ne pas banaliser la relation amoureuse et leur permettre d'avoir des espaces où on peut venir en parler de manière sereine, sans rentrer dans l'intimité, évidemment, mais en tout cas sans être dans une posture de copinage, puisque être parent, c'est pas être l'ami de son enfant, c'est de ramener du cadre. Et je pense que bien souvent, moi, ce que je peux constater chez les parents que j'accompagne, c'est que cette notion de cadre, elle est soit extrêmement stricte et on ne parle pas. Et on ne communique pas sur la sexualité et les violences, parce que parler de sexualité et parler de violence, ça voudrait dire sans doute cautionner que son enfant entre en sexualité, ou va consommer de la pornographie, ou va en discuter avec ses amis et du coup ne pas être suffisamment outillé pour se mettre en sécurité et élaborer des scénarios de protection. Mais je pense aussi que c'est hyper important en tant que parent, en tant que professionnel, de pouvoir parler de sexualité avec les jeunes, pour les empêcher justement d'être mésinformés, voire complètement désinformés par les réseaux de proxénètes. Ouais, il y a un point dans ce que vous disiez, je pense qu'il est essentiel pour les parents, c'est que la stratégie des proxénètes, c'est aussi d'isoler l'enfant, d'isoler le mineur. On va disqualifier les parents, on va dire certaines fois des choses très rudes pour que l'enfant n'ait plus confiance dans son parent. Donc si déjà c'est un peu tendu, parce que l'enfant, l'adolescent, il a l'impression, des fois c'est juste, mais des fois c'est un ressenti, de pas être respecté, de pas être considéré, d'être la cinquième roue du carrosse dans l'histoire familiale, ça va faciliter le travail moi ce travail au sens de contrôle des proxénètes. Donc c'est peut-être aussi un élément pour les parents sur des petites choses du quotidien, de pas banaliser, de valoriser son jeune, d'avoir des temps avec lui, pas la sexualité certes, mais tout le reste aussi, pour éviter d'être une proie à ces stratégies d'isolation. Et je rejoins sur ce que vous disiez, parce que je sais à quel point c'est compliqué l'histoire du consentement, du fait de la confusion et de l'emprise. On a des jeunes qui sont victimes de prostitution, d'exploitation sexuelle, et en expertise, j'ai une jeune comme ça qui est prise dans tout un trafic, et elle dit, mais moi c'est ok. Moi, je suis consentante. Moi, je suis OK avec ça. Parce que la question de l'emprise, c'est très compliqué. Et à ce moment-là, ils disent, ils sont OK. Le consentement, c'est important. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose, parce que votre avis, ce que j'essaye de leur dire, moi, c'est à partir du moment où ton corps, il sert d'objet. Où ton corps devient un objet dans la relation. Là, c'est drapeau rouge. Parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les stratégies de proxénétisme, où la jeune fille est utilisée comme cadeau, quadruple guillemets, pour les copains, ceci, cela, comme un objet. Ça doit être aussi un élément d'alerte, et que les parents, peut-être, sur du quotidien aussi, soient attentifs à cette dimension-là, quand le jeune ou la jeune a ce rapport au corps où tout d'un coup, elle est plus sujet d'elle-même, plus sujet de lui-même, mais il est qu'un objet à séduire, un objet à être séduit. Je sais pas si ça, vous êtes d'accord avec ça, et si ça peut être un levier pour les parents. Complètement. Enfin, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que, en matière d'exploitation sexuelle, on est sur une objectisation des corps poussée à l'extrême, et qui est aussi souvent considérée par les jeunes comme OK, parce que notre société, banalise, voire glamourise la question de la prostitution, et surtout responsabilise les personnes qui seraient en situation d'exploitation sexuelle, parce que c'est facile de trouver du travail et c'est facile de dire non. Sauf que non, c'est pas facile de dire non, surtout lorsqu'il y a des sentiments, lorsqu'on est face à un proxénétisme qui va user du sentiment amoureux pour faire croire et pour prendre dans les filets encore plus facilement les victimes. La question de l'objectisation des corps, elle est centrale en matière de prostitution, c'est-à-dire que on a beaucoup de jeunes qui vont considérer que, en effet, c'est mon corps, c'est mon choix, j'ai l'âge de consentir puisque j'ai plus de 15 ans, et qui oublient en fait que la prostitution des mineurs, donc de 0 à 18 ans, est interdite sur le territoire français. Tant dans le fait d'aller acheter le corps d'un ou d'une mineure, mais également
vraiment dans l'exercice, avec quadruple guillemets également, de la prostitution. C'est-à-dire que les réseaux qui ont un fonctionnement extrêmement pyramidal, alors oui, il peut y avoir le lover boy, mais il peut aussi y avoir la meilleure copine qui va recruter et qui, à un moment donné, parce que elle est toujours là, parce que c'est la confidente, parce qu'elle ne juge pas, eh bien parce qu'elle a été victime également, pouvoir embarquer très facilement sa copine dans ses filets. C'est la question de la confiance. On en revient toujours à ça. C'est-à-dire que quand vous me demandiez tout à l'heure quel conseil donner aux parents, je pense que c'est vraiment pouvoir communiquer tout en se faisant confiance. Et la confiance, ça veut dire aussi pouvoir parler de tous les sujets et pouvoir s'intéresser aux sujets qui intéressent leur enfant. C'est-à-dire que bien souvent, en tant que parent, on a le sentiment de se sentir complètement dépassé par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, par rapport à la télé-réalité, en se disant je vais quand même pas me rabaisser à regarder ça avec mon enfant. Et pour autant, c'est fondamental de s'intéresser à ce qui les intéresse, même si ça nous semble complètement désuet et assez bas de plafond, si je peux le dire un peu trivialement. Mais en tout cas, je pense que s'intéresser à ce que vont consommer les jeunes sur les réseaux sociaux, c'est aussi leur permettre de se mettre une pause à un moment donné et de dire attends, là c'est quand même problématique ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on peut en discuter, puisque on est face à des adolescents qui sont en pleine construction aussi de leur esprit critique, et ça va être important de les confronter tout en s'intéressant. Enfin, je pense que l'une des clés serait de s'intéresser aussi à ce que font les enfants et se dire que en effet, c'est pas parce que une jeune va porter un mini short et un crop top parce que c'est à la mode, ça va forcément faire d'elle une gamine qui va objectiviser son corps. Non, c'est à la mode, mais pour autant, on va aussi venir la questionner sur qu'est-ce que ça peut renvoyer à l'ensemble des personnes qui vont la côtoyer, et notamment, est-ce qu'il y a du danger? Est-ce que elle a conscience que ce qui lui a été dit ou ce qu'elle vit avec ses amis, c'est adapté ou pas? Voilà, je me perds en digression, j'en suis désolée. Mais digression, c'est vraiment garder ce lien de confiance avec son ado, avec son jeune. C'est tout un art, les parents, c'est pas toujours évident. On est aussi dans un contexte sociétal très stressant, oppressant, et les parents sont pas forcément toujours suffisamment disponibles. Alors peut-être pour conclure, si des parents ont des inquiétudes, si ils craignent que leur jeune soit dans ces dérives ou dans ce piège de l'exploitation sexuelle, ou s'ils veulent simplement savoir comment parler avec le jeune, est-ce qu'ils peuvent contacter l'Amicale du Nid? Est-ce qu'il y a des possibilités de vous rencontrer? Juste pour conclure, comment le lien peut se faire avec eux? Alors, en effet, s'ils souhaitent pouvoir en parler, je pense qu'il faut aussi qu'ils puissent s'outiller. Et en tout cas, pour le territoire rhodanien, donc sur le Rhône et sur Lyon, ils peuvent me contacter, puisque on vient de prendre la décision avec mes collègues de créer un poste qui est le mien d'accompagnement des familles, des parents, pour leur permettre aussi de comprendre pourquoi leur enfant en est arrivé là et comment se positionner, comment essayer de maintenir le lien coûte que coûte avec eux, parce que ce qui fonctionne, et j'ai envie de dire que globalement c'est la seule chose qui fonctionne, c'est le maintien du lien. Oui, sauf que ce lien, il est attaqué, il est abîmé, et donc comment on tente de rétablir cette permanence du lien avec leur enfant. Et en effet, moi je peux tenter de les accompagner à réfléchir, à se positionner, à utiliser les bons mots. Parfois, parler avec l'enfant, c'est pas possible parce qu'il est pas là ou parce qu'il est pas à l'écoute. Moi, j'aime bien passer par l'écrit, passer par du courrier. Ça témoigne aussi d'une attention autre. Et puis, quand on écrit, on pèse un petit peu plus ses mots, on élabore davantage. Donc c'est des conseils que je peux donner de temps en temps, mais en tout cas ce qu'il est important que les parents puissent retenir, c'est de pas rester seuls, et surtout d'avoir en tête que leur enfant est victime d'un système, bien que cet enfant puisse dire c'est mon corps, c'est mon choix, je fais ce que je veux, je suis consentante, je fais ça pour l'argent. Non, il n'y a pas d'argent. Il y a de la considération qui est malfaisante, bien entendu. Il y a de l'emprise, mais en tout cas, il est possible de pouvoir en discuter, de se poser, de réfléchir pour maintenir le lien.
Grand merci, Adrienne. Merci vraiment beaucoup. Donc, je renvoie je le mettrai en lien sur le podcast vers l'association L'Amicale du Nid. Grand merci pour tout ce que vous faites pour ces jeunes. Et puis, belle suite. En tout cas, le fil rouge, c'est ça, c'est ne pas rester seul. Surtout quand on est parent, c'est important d'être dans ce portage pluridisciplinaire mais pluriprofessionnel aussi. Ne pas avoir honte d'en parler aussi, s'il y a beaucoup de parents qui se sentent en grande culpabilité par rapport à ces situations-là. Et d'avoir des associations telles que la vôtre, c'est extrêmement précieux. Donc, grand merci. Merci à vous.